Alors, toc 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 toc, on l'avait dit, on le fait. La petite parachute. C'est magnifique. Voilà, il y en a un qui a mangé l'herbe. Le parachute qu'on a replié ce matin. Putain, d'ailleurs, galère après 2 mois. Wouh, j'ai transpiré. On va mettre ici. C'est parfait. Ça remplit la déco. Bon, bah salut tout le monde. Et du coup, bah bienvenue dans cette première FAQ de ma chaîne. Alors, je tenais dans un premier temps déjà à vous remercier vraiment du fond du cœur. Honnêtement, j'avais peur en lançant cette FAQ que justement j'ai pas assez de questions et que je me retrouve avec pas assez de matière pour en faire une vidéo. Il s'avère que ça a été complètement l'inverse et pour ça j'en reviens pas. C'est-à-dire que c'est la vidéo qui a généré le plus de commentaires depuis le début de la chaîne. Donc c'est complètement fou. Du coup, j'ai énormément de questions. J'ai vraiment envie de répondre à tout le monde, de traiter tous les sujets qui m'ont été posés parce que c'est des questions dans l'ensemble qui sont super intéressantes. Après, j'espère du coup que la vidéo sera pas trop longue. Si elle est trop longue, ce que je ferai, c'est que en dessous dans la description, je vous mettrai une sorte d'historique avec le temps. Vu que j'ai essayé de regrouper les questions, celles qui parlent du para, celles qui parlent du base ou de la chaîne. Donc je vous mettrai ça en dessous pour ceux qui sont plus intéressés par l'un ou par l'autre. Si c'est trop long, vous pourrez directement aller voir en dessous. Voilà, salut tout le monde. Bon, bah du coup, en effet, pour info, pour le mois du passé, la vidéo va être extrêmement longue. Il n'y a qu'à voir juste là. Et ça encore, c'est juste, enfin, c'est les rushs bruts, donc ça devrait se raccourcir, mais ça va être sacrément long. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que, bah là, clairement, ça va pas être possible de monter ça. C'est trop long. En plus, moi, j'ai le taf derrière. J'ai pas assez de temps pour monter une vidéo aussi longue. Donc je vais un peu skipper toute la partie, faire les plans, faire les zooms, les dézooms, enfin rendre la vidéo un petit peu plus agréable. Je vais juste vraiment séquencer, couper les parties qui sont pas intéressantes et histoire de pouvoir répondre à tout le monde. Parce que là j'ai le choix, soit je coupe la vidéo quasiment en deux, mais je réponds à la moitié des personnes, soit je chante un peu le côté montage, côté agréable de la vidéo, mais du coup je réponds à tout le monde. Donc je pense que je vais plutôt faire ça, je vais chanter de ce côté-là, et moi de mon côté, ce que je vais faire, c'est que là je suis en train de noter, je vais noter sous la vidéo en description les pseudos des personnes à qui je réponds et le temps à laquelle je fais la réponse. Je suis en train de tout noter, comme ça vous aurez juste à aller en dessous de la vidéo, vous aurez les temps pour les grandes parties, donc quelle partie pour le parachutisme, le base, la chaîne, etc. Et d'après dessous, vous aurez tous les pseudos des gens qui m'ont posé des questions et le temps en face à laquelle je réponds à cette question. Comme ça, pour vous, ce sera beaucoup plus facile. Et pour moi, ça devient faisable parce que là, c'est infaisable, j'y arriverai pas. Voilà, je suis désolé, ciao. Et bah, sans plus tarder, c'est parti. Première question. Alors, du coup, on va commencer avec des questions un peu autour de la chaîne. Il y a la vidéo GoPro du jour. Merci, je sais que tu me mets souvent des commentaires, donc je te remercie maintenant. Qui me demande pourquoi Mister TLM et pas Mister Freeze. Alors oui, je t'avoue que j'y avais pas vraiment pensé et que oui, non, mais l'idée n'est pas là en fait. Alors pourquoi Mister TLM? Par contre, je trouve ça intéressant parce que je suis pas sûr que tout le monde ait compris un peu l'idée du pseudo que j'ai voulu donner à la chaîne. Alors à l'origine, je voulais appeler cette chaîne Monsieur Tout le Monde. Parce qu'en fait, je pratique, depuis que je suis petit, je pratique pas mal de sport. J'ai fait vraiment pas mal d'activités, que ce soit de l'escalade, que ce soit du canyoning, que ce soit du ski que j'ai fait en compétition, de la natation que j'ai fait en compétition aussi. Après, j'ai été pilote de planeur, j'ai fait du parachutisme, et puis maintenant du base, mais aussi du drone FPV. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je parlais de certaines activités, surtout je trouve les activités aéronautiques, avec des personnes de mon entourage ou des amis, en fait, je me rends compte que ces gens pensent que c'est des loisirs qui sont difficilement accessibles. Soit parce que c'est trop compliqué, ou alors c'est trop cher, ou alors il faut un talent quel qu'il soit, etc., etc. Et du coup, c'est des gens qui du coup trouvent ça intéressant, mais qui n'essaieront jamais parce que à leurs yeux, c'est pas possible. Et donc, ce que je voulais montrer avec cette chaîne et avec ce pseudo notamment, c'était le fait que moi, j'ai rien d'exceptionnel, vraiment. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de lambda. J'ai une vie vraiment très moyenne dans l'ensemble. J'ai un boulot comme tout le monde. Je gagne pas des milliers d'euros tous les mois. Et du coup, si moi, j'ai pu le faire et j'ai pu en arriver là, n'importe qui peut y arriver en finale. D'où en fait, Monsieur Tout le Monde. Et le souci, c'est que Monsieur Tout le Monde, en fait, c'est une chanson qui a été écrite par Big Flo et Oli. Et du coup, je voulais pas surfer là-dessus, surtout que j'ai vu qu'il y avait un autre YouTuber qui avait déjà utilisé ce nom-là. Donc j'ai changé Monsieur par Mister, et puis Tout le Monde, j'ai mis un acronyme TLM. Donc c'est devenu Mister TLM. Donc rien à voir avec la glace.
Alors, deuxième question de Alex de. Cool, une FAQ. Bah, merci. Alors, je sais pas si on t'a déjà demandé, mais pourquoi tu as décidé de faire des vidéos sur le parachutisme et qu'est-ce qui t'a donné envie? Bah, en réalité, c'est un petit peu ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire que c'est un loisir que je pratique et le parachutisme, quand j'ai commencé à le pratiquer, enfin tout de suite, j'ai trouvé que c'est incroyable. Je voyais des choses, j'ai des images dans la tête et je me dis, mais c'est fou que moi j'ai vécu ça, que j'ai vu ces trucs-là. Et du coup, mais j'avais envie vraiment, j'avais vraiment envie de partager ces images-là pour donner envie aux gens. Mais je voulais que les gens voient ça et je voulais que les gens puissent partager ce que moi je ressentais parce que je trouvais que c'était incroyable et que c'était dommage de ne pas le partager avec le plus de monde possible. Alors, après, Talaka quelqu'un qui me demande, feras-tu une vidéo avec un abonné? Et une deuxième question, à quel âge as-tu commencé le para et le FPV? Alors, est-ce que je ferai une vidéo avec un abonné? Bah oui, je pense que personnellement, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, bah, de rencontrer les gens qui sont abonnés, qui font vivre cette chaîne, en fait, au final. Même si ça me fait un peu bizarre, en fait, de rencontrer des gens, parce que, c'est juste moi, quoi, j'ai rien d'exceptionnel, donc. Mais c'est avec plaisir, en tout cas, que j'irai rencontrer ces gens-là, ces gens qui partagent un peu mon univers via cette chaîne. Si j'en ai l'occasion, prochainement, j'essaierai peut-être d'organiser des rencontres, que ce soit sur une drop zone, que ce soit, je sais pas encore, mais c'est en tout cas c'est quelque chose que je réfléchis et que je vais essayer de mettre en place parce que ce serait super de vous rencontrer directement. Et après du coup, à quel âge j'ai commencé le para? Alors le para, j'ai fait un premier tandem pour mes 18 ans. C'est pas super bien passé. Je suis pas tombé avec quelqu'un qui était extraordinaire. Je trouve il m'a pas vraiment expliqué. On a fait un briefing qui était très rapide. Et puis moi après en l'air, j'ai été vachement surpris. Du coup, j'ai pas pris énormément de plaisir, mais ça m'est resté vachement dans la tête pendant des années. Et c'était vraiment devenu une obsession. Il fallait que je ressaute. Et du coup, ça doit être à 22 ans, donc 4 ans plus tard, que du coup, je me suis lancé dans ma PAC et que j'ai commencé le para. Et le FPV, j'ai commencé ça il y a maintenant à peu près 2 ans, parce que du coup, c'était une autre forme de vol et que ça me permettait de voler quand je sautais pas. Et je trouvais que c'était une super alternative. C'est pareil, ça file un peu des frissons, ça file des sensations, ça va vite. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé aussi là-dedans. Alors, question intéressante qui m'a été posée par aussi Rémi C. Salut, est-ce que tu vas faire des vidéos dans le même genre que Skydive Vibes? Je voudrais bien voir des vidéos de tests de matériel, de para, de base jump, casque, voile, etc. Est-ce que tu penses tester des souffleries, visiter des paras, des fabriques, des paraclubs, etc., etc. Alors c'est une super bonne question parce que c'est quelque chose que oui, en fait j'aimerais énormément faire et c'est quelque chose que j'avais en tête quelques mois après avoir lancé la chaîne. En réalité, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler justement avec certaines personnes, pour pouvoir recevoir du matériel ou pouvoir me faire prêter du matériel pour pouvoir du coup l'essayer et du coup faire des tests justement d'équipement ou de choses comme ça sur la chaîne. Après, l'année dernière, j'avais déjà envoyé une lettre chez L&B, Larsen & Bourgard, qui font des altimettes digitaux, enfin plein de matos, des altisons, des choses comme ça, pour essayer de voir si eux, c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. Et ils m'avaient dit qu'ils seraient intéressés, mais qu'ils préféraient encore attendre un petit peu que la chaîne évolue pour voir si c'était quelque chose d'intéressant. Donc oui, c'est quelque chose que je garde toujours en tête. Que je compte relancer. D'ailleurs, je compte relancer pas mal de monde pendant la période en 2021, afin du coup de pouvoir présenter ça. Parce que je trouve que j'ai un avantage qui pourrait être intéressant, c'est que personnellement, je suis pas un para avec des milliers de sauts, hein, vous le savez, et du coup, il y a plein d'équipements que en fait j'ai jamais testé. Par exemple, au niveau des casques, pour l'instant, j'ai sauté personnellement qu'avec des casques ouverts. Donc, j'ai jamais testé de casques intégraux. Donc, ça pourrait être super intéressant que je vous donne mon avis là-dessus parce que vraiment, je serais pas influencé par quoi que ce soit. Pareil, j'ai jamais sauté avec des altimettes digitaux, donc ça peut être super intéressant. Donc, je pense que ça peut être un super domaine et voilà, je compte échanger avec un maximum de personnes pour voir si c'est réalisable. Ensuite, pour ce qui est de la visite des drop zones, des paraclubs, des souffleries, des choses comme ça, c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant. Va falloir que j'y réfléchisse parce qu'après, faut que j'arrive à le caler dans mon planning parce que malheureusement, j'ai un travail comme tout le monde et du coup, j'ai du temps, mais pas non plus à l'infini. Donc, il faudra que je vois comment je peux organiser ça. Appeler des souffleries déjà dans le coin pour voir s'ils seraient intéressés. Et à ce moment-là, mais ce serait un plaisir de faire ça et ce serait un plaisir de vous faire découvrir tous les paraclubs ou les souffleries à faire dans le coin. Voilà.
Alors, une question super intéressante aussi de Vince, merci de la poser. Et la question essentielle à l'ouverture, slip ou caleçon? Et sans hésiter, en free fly le mieux, le string. Alors, les questions qui me concernent un petit peu, on a eu... Oh putain, je sais pas comment ça se dit ça. Lyogensi, désolé si j'écorche, qui me demande, on n'a même pas eu la traditionnelle question FAQ, tu as fait quoi comme études et tu fais quoi dans la vie? Ah, merci de la poser. Alors du coup dans la vie, moi j'ai fait des études dans l'aéronautique, je suis technicien aéronautique, donc c'est un bac plus 3, enfin une licence. Mais dernièrement j'ai changé de travail et je travaille sur des véhicules militaires. Je fais de la documentation sur des véhicules militaires, voilà. C'est intéressant, mais bon, c'est pas dingue non plus quoi. Après, j'ai FS Delta qui me demande, tu pratiques le drone FPV et le para. As-tu un simulateur de vol, voire une licence de pilote pour avoir le trio parfait? Eh bah oui. D'après toi, j'ai donc le trio parfait puisque bah, je suis pilote de planeur aussi. Et puis du coup, bah, j'ai un petit simulateur là-bas devant l'ordi avec le petit manche et tout ça. Donc, écoute, si pour toi c'est le trio parfait, bah voilà. Ah, la vidéo GoPro du jour qui me demande une question bien sympa. J'avais peur qu'on me la pose celle-là. Tu t'appelles comment? Point d'interrogation. Bon bah je tiens juste à te dire pour ceux qui veulent aller voir bah, qu'il avait raison et que bah t'as trouvé. De toute façon ça se verra dans les prochaines vidéos. À force tout le monde va le savoir c'est sûr. Merci pour la question. Ok, on va attaquer maintenant toutes les questions qui m'ont été posées qui tournent au travers du parachutisme parce qu'au final c'est vraiment le sujet qui a été le plus demandé. Donc c'est parti. Alors, on a Timotax la menace qui me demande quand est-ce que j'ai commencé le para et qu'est-ce qui t'a donné envie. On a aussi la même question de MDF Production et de Turk Assassin, juste là. Salut bro. Qui me demande à quel âge tu as commencé le saut en para et comment t'en es arrivé à te dire tiens si un jour je sautais d'un avion. C'est rigolo qu'il me demande ça parce que bientôt on va faire un tandem. Il va vite avoir la réponse. Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le para j'ai commencé ça à l'âge de 22 ans. Enfin j'ai commencé réellement parce que j'ai fait mon tandem à 18 ans. Et qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est assez difficile en fait comme question. C'est-à-dire que en fait j'ai toujours été attiré par la hauteur, la montagne, les choses comme ça. J'ai rapidement fait de l'escalade et le vide, la chute, c'était quelque chose qui m'attirait énormément parce que c'est quelque chose qui mine de rien me faisait un peu peur en fait, m'impressionnait. En escalade, j'en ai beaucoup fait. Je m'amusais à chuter tout le temps avec des potes pour s'habituer à ça. Puis à un moment, je me suis dit mais putain. Pourquoi pas aller plus loin et pourquoi pas le para, tu vois. Et je me suis intéressé au parachutisme et j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, il fallait que je saute dans l'avion, il fallait que j'essaye, il fallait que je vois ça. Et puis le truc, c'est qu'une fois que tu as essayé, hein, on le connaît tous, hein, pour 90% des gens, tu chopes le virus, et puis là, c'est foutu, c'est drop zone tous les week-ends. Voilà. Alors j'ai une question de Antoine Torel qui est intéressante aussi. Alors j'ai 15 ans et depuis tout petit je rêve de sauter. Penses-tu que commencer à cet âge est une bonne chose ou je devrais attendre d'être plus vieux? Alors ça c'est intéressant parce que c'est une question qui est pas forcément simple à répondre. En réalité 15 ans tu peux déjà commencer à sauter et si tu en as la possibilité ça peut être top. Après la vraie question moi je trouve qu'il faut se poser dans ce genre de cas c'est si tu commences maintenant est-ce que tu as la possibilité de sauter régulièrement? Je m'explique. Actuellement, je pense qu'à 15 ans, bah, t'as pas le permis. Tu vis peut-être encore chez tes parents. Donc du coup, pour la formation, elle te sera payée. Enfin, tu la paieras ou elle te sera payée. Et du coup, tu vas la faire en une fois. Enfin, du moins, je l'espère pour toi. Mais après, est-ce que tu vas avoir la possibilité de facilement retourner sur des drop zones, de financer tes sauts et d'y aller facilement, régulièrement? Parce que si c'est pour faire une formation et puis au final pas sauter pendant 6 mois, 1 an, parce qu'en fait t'as pas pu y retourner, bah à ce moment-là, le mieux c'est quand même d'attendre un petit peu plus tard que tu aies les moyens, que tu aies les moyens de te déplacer pour du coup faire ta formation et puis après pouvoir régulièrement sauter. Donc moi je dirais que la vraie question elle est à ce niveau-là. Si tu as la possibilité d'être régulier, qu'il y a des gens qui peuvent t'emmener, que tu as de quoi le financer, à ce moment-là, mais ouais, hésite pas, fonce. À 15 ans en plus, c'est super tôt. Tu vas pouvoir bénéficier de toutes les bourses qu'offre la FFP quand tu passeras tes différents brevets. Et du coup, arriver au bout de quelques années, même pas à 20 ans, tu auras déjà un niveau qui sera fou. Donc non, franchement, c'est super. Mais si par contre, tu sais que tu vas faire ta formation, mais qu'après, ça va être compliqué d'y retourner régulièrement, autant d'un point de vue financier que déplacement, à ce moment-là, je te dirais plutôt attendre d'être stabilisé, d'être posé, d'avoir du temps et un peu de revenus pour du coup financer cette passion. Unknown user qui me demande
Est-ce que sauter en plein hiver, c'est faisable? Et est-ce qu'on peut enchaîner la PAC, OA, le brevet A, brevet B sans interruption? Alors oui, c'est faisable de sauter en hiver. Il fait très froid. Sur la dernière vidéo, j'en parlais, hein, on perd quasiment 26 degrés sur 4000 mètres. Donc si en hiver, il fait 0 ou -1 en bas, la température là-haut, ça peut être très froid. Des gens qui m'ont parlé de -40 hein, récemment. Donc oui, c'est faisable, mais c'est compliqué. Et du coup, en fait, pendant cette période, en France, il y a peu de drop zones qui ouvrent. Et donc du coup, bah, ce sera difficile de sauter à cette époque-là de l'année. Donc oui, c'est faisable. Après, c'est compliqué. Ou alors, comme certaines personnes, à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, bah, c'est de partir au Maroc ou des endroits où il fait plus chaud pour continuer à sauter. Et est-ce qu'on peut enchaîner la PAC, l'OA avec le brevet A, brevet B? Bah oui, parce qu'une fois que tu sors de ta PAC ou de ton OA, t'es parachutiste autonome, donc si tu veux te financer, si tu veux continuer à sauter, bah tu sautes tout seul, tu continues, et puis au bout de 15 sauts, t'as ton brevet A, et puis à 30 sauts, tu passes ton brevet B, et puis tu peux aller, tu peux ne jamais t'arrêter, non? Alors, une question maintenant de Rogue7413. Salut. Combien te coûte en moyenne une saison de para? Intéressant. Combien de sauts tu fais par saison? Combien de sauts as-tu à ton actif maintenant, tradi et base confondus? Et très bonne continuation à toi. Merci. Ça répondra aussi à la question de Alex Groussine qui me demandait le budget mensuel pour une année de para. Qui me disait salut, ton budget mensuel ou annuel que tu réserves uniquement au para et combien de sauts en gros j'ai. Alors du coup, la saison de para, en moyenne, ça doit me coûter à peu près 1500-2000 euros. Faut savoir que j'essaye en gros de faire à peu près une cinquantaine de sauts par an, c'est-à-dire d'y aller au moins une fois par mois et de faire au minimum 5 sauts sur à peu près 10 mois. Et voilà, une session, ça me coûte quasiment 200 euros, x 10, on est à 2000. Donc les années où j'arrive à faire ça, je suis à 2000. Les années où j'arrive pas à faire autant, bah je suis à un petit peu moins, mais en gros c'est ça. Et après il faut savoir que pour le base, en fait, au final, ce sera un peu pareil au niveau du budget, c'est-à-dire que bah on n'a pas à payer la montée et tout ça, mais par contre il faut payer bah, le déplacement en voiture, parce que moi je suis quand même un petit peu loin, les logements sur place, etc. Donc les week-ends reviennent en général à la même chose. Donc je dirais ouais, entre 1500 et 2000 par an. Après, combien j'ai de sauts à mon actif? Là, j'approche les 200. J'ai pas tout à fait 200 sauts en para, mais je suis bientôt à 200 sauts. Donc ça fait pas beaucoup, c'est sûr, mais ça fait déjà plusieurs années que je pratique. J'ai fait au mieux avec les aléas de la vie. Il y a des années, j'ai pu plus pratiquer, d'autres moins. J'essaie d'être un maximum régulier. Du coup, bah, j'ai atteint modestement les 200 sauts. Et le base, du coup, je suis à 39. Je pensais faire le 40e la dernière fois, mais j'ai pas pu, donc le 40e sera le prochain saut. Je sais pas où il sera, on verra. Et donc du coup, si on fait les deux confondus, bah, je suis à 240 sauts, avec des plus courts que d'autres, et plus près du sol. Une question de Pierre Pigné. Alors, ma question est plutôt personnelle, bah voyons voir. Mais en gros, j'ai validé ma PAC cette année, je n'ai que 3 sauts solo. Avec les confinements et les problèmes de santé, je n'ai pas pu sauter depuis juillet, et je ne pourrai donc pas ressauter qu'à partir de mars-avril si tout va bien. Est-ce que tu penses que ça peut être problématique la reprise après autant de mois sans sauter et si peu d'expérience? Même au niveau du pliage, sinon au top ta chaîne. Bah, merci beaucoup. Et alors oui, en fait c'est une question qui est personnelle pour toi, mais qui en fait je pense beaucoup de monde s'est posé. C'est de savoir si après une saison de para quand on commence, on n'a pas des centaines de sauts. Hein. On va s'arrêter à 10, 15, 20 sauts. Bon, certains en feront plus, mais en général c'est surtout ça. Et puis la pause hivernale est quand même assez longue, et puis quand on reprend, on se dit, bah merde, putain, ça fait 5 mois que j'ai pas sauté, mais je fais toujours savoir-faire, c'est chaud quand même, je me jette d'un avion, est-ce que vraiment, si je me mets pas en danger, c'est pas dangereux de faire ça? Et en fait, la réponse c'est non. Il faut savoir qu'en fait, le parachutisme, c'est comme du vélo, c'est-à-dire que moi, j'avais cette peur-là aussi à la première saison, j'ai arrêté avec 15 sauts, et quand j'ai repris la saison d'après, je suis arrivé, je me suis dit, putain, c'est fou, quoi. Là, franchement, ça me faisait peur. Je me disais, putain, si je me rappelle pas, si je pars en autoroute, si je pars pas les peurs des débutants, hein. Et je me disais, putain, c'est chaud. Et en fait, je suis arrivé à 4000, je soufflais un coup, je suis sorti, bah, allez, dans les 2 secondes qui suivaient, j'étais à la maison. Je me suis rappelé de tout. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment ancré à l'intérieur de nous. Et en fait, nos réflexes et tout ce qu'on a assimilé jusque-là, en fait, on les perd pas. Et donc, du coup, en réalité, on retrouve très très vite. Suffit juste de souffler un coup à la porte et de se lancer. Et en fait, tu verras que, bah, au final, tu vas te rappeler de tout ce que tu as appris assez rapidement et même très facilement. Donc, pas de souci.
T'inquiète pas pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, une question aussi dans le genre, même après un nombre conséquent de sauts, a-t-on toujours autant le cœur qui s'emballe à l'ouverture de la porte? Eh bah oui, oui, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que même avec quasiment 200 sauts, quand la porte elle s'ouvre, il y a un petit on a toujours le cœur qui s'accélère en fait, et puis même dans l'avion, ça monte quand on recommence à vérifier le matériel, ça nous rappelle ce qu'on va faire. Donc on a toujours un peu cette montée d'adrénaline, et au final, bah en fait c'est une bonne chose, parce que c'est ce qui va vraiment nous permettre de pas faire de conneries, de pas se jeter n'importe comment en se disant allez on verra, on s'en fout, de toute façon ça ne fait plus rien. Le jour où ça te fait plus rien, honnêtement faut arrêter, hein, parce que je pense que c'est dangereux. Et que ce soit le parachutisme où j'ai quasiment 200 sauts, même le base où j'en ai pas beaucoup mais j'en ai une quarantaine, mais à chaque fois qu'on arrive soit en haut d'une falaise, soit à la porte de l'avion, il y a toujours un... ça s'accélère, il y a toujours la sensation, il y a toujours le cœur qui s'emballe un petit peu. Et puis encore plus du coup quand on fait des choses qui sont nouvelles. Parce que des fois, on va faire un saut, par exemple, je me rappelle quand je travaillais les sauts de tête en bas au départ, putain, le départ où il faut partir la gueule en bas, là, ça part super vite, ça accélère pendant longtemps, ça m'impressionnait, quoi. Donc avant le départ, alors que pourtant j'avais déjà 100, 150 sauts, enfin je sais plus, mais ouais, non, ça fait toujours quelque chose, et je trouve que du coup c'est ça qui est quand même plaisant. Après, peut-être pas autant d'ailleurs que quand on commence au tout début, mais ça continue à faire quelque chose, crois-moi. Alors, il y a Kevin qui me demande des conseils pour acheter sa première combinaison et à quel prix. Alors là, c'est plus dur de répondre parce que moi personnellement, j'ai toujours fonctionné. Bah, ma combinaison de para, elle est ici, hein. J'ai acheté d'occasion en fait. J'ai cherché, alors soit sur le Bon Coin, soit sur Aozora, et du coup, j'ai toujours réussi à trouver du matériel d'occasion et du coup d'arriver à avoir des prix qui étaient quand même beaucoup moins chers que ce qu'on peut avoir de base. Après, sinon, pour acheter votre matériel en général, bah, vous avez soit l'option de l'occasion, comme je viens de vous dire ici, soit le neuf. Alors en France, il y a le magasin Basi qui est Para64 qui fournit le matériel. Et sinon, bah, faut voir directement sur les marques, donc Boogeyman, Parasport, et puis j'en passe. J'essaierai de mettre des liens en dessous parce que là, j'ai pas tout en tête. Et après, je sais qu'il y a des nouveaux magasins, enfin, il y a pas mal de magasins qui se lancent où il y a des combinaisons qui sont quand même moins chères. Donc pareil, je vais essayer, je vais chercher, je vais mettre des liens dans la description, essayer de vous mettre un petit peu des liens de sites comme ça, de magasins, pour regarder. Et je dirais qu'en moyenne, ça va vous coûter, pour une bonne combinaison, entre 200 sur de l'occasion, jusqu'à, ça peut monter à 400, 450. Mais on va dire que la moyenne doit être dans les 300, 350, je pense. Je pense qu'à 300, vous pouvez trouver déjà une bonne combinaison. Je pense que ça peut être un bon prix. Voilà, j'essaierai de mettre un maximum de liens en dessous. Là, j'avoue que j'ai pas, j'ai pas trop cherché là-dessus. Alors, Axel 2 qui me dit une autre question. Vas-y, je t'en prie. Quelles seraient les drop zones que tu aimerais faire pour une rencontre réelle, peut-être? Alors oui. Alors il y a des drop zones. J'ai essayé d'en faire quelques-unes en France, mais j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait quelques-unes dans le Nord. J'ai fait Gap notamment. Mais après, j'aimerais bien essayer de faire des drop zones qui sont au bord de mer, parce qu'il paraît que c'est quelque chose qui est assez unique. Donc c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc il y a Vannes, enfin il y en a plein d'autres. Donc à voir. Et pour dire rencontre IRL, bah pourquoi pas justement, comme je disais tout à l'heure, je vais essayer d'y réfléchir cette année pour essayer d'organiser peut-être une petite rencontre ou d'essayer de voir quels sont les abonnés qui sont situés à tel ou tel endroit et puis essayer de croiser 2-3 personnes parce que bah ce serait fou quoi. Ensuite, on a une question de Seb Valbo qui me demande: salut, faut-il une préparation physique particulière pour le free fly? 400 abdos, 800 pompes et 2500 squats, ou bière saucisson, ça passe. Alors, ça on sent qu'il y en a qui veulent abuser à Noël. Je te l'ai dit. Alors, une préparation particulière pour le free fly? Non, je trouve qu'en fait c'est l'avantage un petit peu du para, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être des sportifs de haut niveau pour arriver vraiment à faire des trucs cool en l'air. Ça reste quand même assez accessible. Après, il faut savoir que plus on va être tonique en free fly, plus on va avoir de facilité. Si on est quelqu'un qui est un petit peu, voilà, je sais pas, on s'est un peu laissé aller, on est un petit peu en surpoids, on n'est pas très tonique, bah sur les positions de free fly, ce sera plus dur parce que c'est des positions où il faut être quand même bien gainé, bien ancré sur l'air, donc il faut tenir une position. Donc ça demande un minimum de tonicité, de dynamisme. Plus on va être tonique, plus on va être dynamique.
plus on va avoir de facilité dans cette discipline. Le billard saucisson, bah, je le conseille pas trop, hein. Alors, personnellement, je ne bois pas d'alcool, du coup. Comme ça, vous avez l'info. Alors, le billard saucisson, ça passe si c'est une fois de temps en temps, mais sinon, bon, le mieux, c'est quand même de manger équilibré et puis de faire un petit peu de sport. Ça aide toujours. Mais en tout cas, non, ça reste accessible et en fait, n'importe qui avec du temps pourra apprendre à faire du free fly. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pas la peine d'être un athlète de haut niveau et surtout pas de faire l'entraînement que tu me donnes. Parce que franchement, 400 abdos, c'est pas mal. 800 pompes, ouf, sur une journée, c'est violent. Et 2500 squats le lendemain, tu marches plus. Enfin voilà. Après, j'ai une question de Mehdi Trécasse qui me demande un bon conseil pour maîtriser la chute assis, s'entraîner seul en soufflerie, comment faire pour progresser, du moins comment as-tu fait? Super chat au passage, merci à toi. Alors, du coup, un conseil pour bien maîtriser la chute assis. Alors, personnellement, ce que j'ai fait du coup pour ma chute assis, c'est que le free fly, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et du coup, dès que je suis sorti en fait du brevet B, j'ai fait tout de suite du free fly. C'est-à-dire, je me suis entraîné à faire la chutasse. Et donc, l'exercice de base en général Bon, super, la caméra qui coupe en plein milieu, je suis déjà en train de trop parler. Donc non, je te disais, l'exercice de base, en général, on fait en free fly pour apprendre à faire la chute assis, c'est de se mettre déjà sur le dos. En fait, tu sors, tu te mets sur le dos. Alors, tu vérifies comme d'hab, hein, ton axe de largage, tu te mets perpendiculaire à l'axe de largage. Parce qu'au cas où tu avances un petit peu ou que tu recules un peu, alors honnêtement, en chute assis, il y a quand même moins de risques, parce qu'on c'est des déplacements qui sont plutôt lents. Ce sera un problème, notamment quand tu vas commencer la tête en bas, parce que là on peut aller très vite, très très loin. En tout cas, tu te mets sur le dos, et puis là, le mouvement pour faire basculer, ça va être de venir sortir le haut du dos, en fait, sortir les pecs, monter les bras, et puis ramener, en fait, alors on le verra pas, mais ramener tes talons au niveau de tes fesses. Et en fait, ce mouvement-là, ça va te faire basculer, ça va te remettre droit, et là, tu vas falloir enfoncer les talons, comme en position assis, en enfonçant bien les talons, les jambes bien gainées, les bras plutôt en arrière, pas trop relâchés, évite d'être complètement en avant avec les bras complètement derrière, donc comme ça un petit peu relâché, et puis d'essayer de tenir la position. Et en fait, ça demande vraiment du temps de trouver le point d'équilibre pour le faire, le refaire. Au départ, tu vas faire des tonneaux dans tous les sens, c'est normal. Donc, bah, avec la répétition, tu vas trouver le point d'équilibre. Et puis avec le temps, bah, quand tu vas commencer à tenir le truc, tu vas pouvoir aussi demander des conseils à peut-être des initiateurs qui sont sur place, en leur disant, bah voilà, finalement, moi, ça, j'y arrive bien. Par contre, là, quand je fais ça, j'y arrive pas bien, ou j'ai ça et ça. Et eux te donneront des exercices qui sont quand même bien adaptés à ton problème à ce moment-là. Tu peux aussi, pour t'habituer, faire la chaise un petit peu contre le mur. Ça te donne, en fait, ça rappelle à ton corps la position que tu dois avoir un petit peu quand tu es en chute assis. Donc, c'est bien pour avoir une mémoire un petit peu de la position qu'il faut que tu aies. Mais du coup, après, ouais, une fois que tu auras commencé, que tu auras fait pas mal d'essais, que tu verras ce que tu arrives ou ce que tu n'arrives pas trop, bah, aller voir des initiateurs qui, eux, pourront te donner des exercices bien spécifiques. La soufflerie est quelque chose qui peut être intéressant à ce niveau-là. Après, ça va te demander quand même un certain budget, parce que si tu veux faire de la chute assis en soufflerie, tu vas pas arriver et faire de la chute assis tout de suite. Il va falloir revalider les étapes de base, à plat, le déplacement, la sécu en soufflerie et tout ça. Ça va te demander quand même déjà un petit moment, donc un petit budget, pour ensuite commencer à travailler debout dans la soufflerie, parce que il me semble que c'est l'étape d'après, pour ensuite travailler à la chute assis. Donc c'est bien, mais si t'as pas un budget de fou, limite commence direct d'avion. En plus c'est rigolo, tu vas voir, c'est assez folklorique au départ. Donc voilà. Et puis après, moi je trouve que le gars qui m'a fait passer l'INIT B4 pour la chute assis était top. C'est-à-dire que quand il a vu que bah, ma chute assis elle tenait bien, qu'elle était plutôt propre, il m'a dit bah voilà c'est bon, t'es sécu, tu sais te mettre en chute assis et ça tient, tu sais faire des loops et te remettre en chute assis. Et tu sais des breaks à la fin pour te mettre en sécurité, donc tout le reste en fait, bah, tu l'apprendras tout seul. Tu l'apprendras avec les potes en fait au final. Et puis après, une fois que tu te retrouveras avec des potes, bah eux ils ont des caméras, donc tu vas pouvoir prendre les vidéos qu'ils ont filmées, et puis dire ah ouais tiens merde là t'as vu je suis trop en avant, donc en fait je recule, putain, là quand je fais ça on voit que ma jambe elle part, etc. Et donc te corriger en fait avec le temps. Donc faut de la patience, et puis ouais l'exercice de base c'est le plus facile, tu te mets sur le dos, et tu essaies de te mettre assis en levant les bras, sortant le buste et en ramenant les talons. Et puis tu me diras ce que ça donne. N'hésite pas. Hein. Ah, deux questions intéressantes de Baptiste Faucon et de Axel Groussin.
Alors, as-tu comme objectif de passer à la wing chut? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai pour intention de commencer la wing en para. Parce que en fait, je vais retourner faire du para. Mais j'ai pas forcément envie de retourner faire la même chose que ce que je faisais avant. C'est-à-dire que j'ai pas envie de retourner. Voilà, s'il y a du monde, s'il y a des gens un petit peu sur place qui font des sauts sympas en free fly, en machin, bah je ferai des sauts et ce sera super cool. Après, si je suis tout seul, j'ai pas envie de me refaire des sauts où je travaille juste ma tête en bas, où je travaille mes techniques, mes machins. Ça m'intéresse un peu moins et du coup à ce moment-là, j'aimerais beaucoup découvrir quelque chose de nouveau et donc d'essayer l'aile parce que je trouve que c'est incroyable et c'est quand même ce qui se rapproche le plus de nos amis les oiseaux. Donc du coup, bah, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer et je pense que du coup, bah, j'essaierai d'y dédier un peu de temps pour commencer, pour voir les sensations et puis du coup, bah, pour vous les partager et vous faire découvrir ça en même temps. Après, pour l'instant, je suis en train de chercher les stages, les trucs que je pourrais faire. J'ai pas encore bien trouvé. Si vous avez des infos d'ailleurs, bah, n'hésitez pas. Et puis du coup, bah, on verra ça l'année prochaine. Et puis après, du coup, en base, est-ce que je veux faire de la wing chut en base? J'en ai aucune idée. C'est-à-dire que oui, je trouve ça cool, mais pour l'instant, j'en suis à des années-lumière. C'est-à-dire que j'ai déjà envie de maîtriser bien cette petite bestiole parce que c'est pas facile du tout, mine de rien, de voler avec ça. Donc j'ai envie d'être efficace avec ça pour passer après, d'ici quelques années ou l'année prochaine, ou j'en ai aucune idée, avec des monos pour voler plus loin. Et puis après, on verra avec le temps, l'aisance que j'ai, le niveau aussi que j'aurai pris d'avion, si c'est quelque chose que bah, finalement j'amènerai bien aussi en falaise. Pour l'instant, je ne sais pas et je veux pas m'avancer là-dessus. Alors maintenant, on arrive dans les questions para un petit peu plus longues. Alors du coup, Joe DVG qui me dit, pratiques-tu le SWOOP ou autre discipline sous voile? Si oui, quand commencer le SWOP? Quels sont les exos à faire sous voile pour vite progresser? À qui s'adresser pour des stages sous voile? J'ai dit cette chose et j'aimerais commencer à me perfectionner sous voile, ce qui est très bien. Merci. Si tu prends le temps d'y répondre, bah avec plaisir. Continue tes vidéos. J'y compte bien. Joe. Salut Joe. Alors, du coup, est-ce que je pratique de swap ou autre discipline sous voile? Alors non, pas du tout. Le swap, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile et c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment dans le para. C'est quelque chose que je trouve joli à regarder, surtout qu'à Orléans, on a la chance d'avoir l'équipe de France qui vient s'entraîner régulièrement. Donc, bah, on voit de la très haute performance et c'est quand même plaisant à regarder. Par contre, c'est pas quelque chose qui m'attire en soi. Et par contre, pour tout ce qui est progresser sous voile, faire des stages sous voile, bah ça par contre c'est super intéressant. Et c'est même super cool d'avoir l'envie de s'y mettre aussitôt. Alors les stages sous voile, t'en trouveras assez facilement. Il suffit d'appeler un peu les drop zones dans lesquelles tu sautes, de leur dire voilà que tu aimerais faire du perfectionnement sous voile. Est-ce qu'il y a des stages sous voile qui sont mis en place? Et à mon avis, tu trouveras rapidement des stages dans l'année qui correspondent un peu à tes dates. Et c'est super intéressant de faire ça parce que ça va te permettre bah, d'avoir un atterrissage qui est nickel. Et je le rappelle, en para, tous les accidents, la plupart des accidents, c'est opposé. C'est opposé que ça casse. Donc l'atterrissage, le sous-voile, c'est vraiment quelque chose de super important. Et donc bah, de s'y mettre tôt, c'est génial parce que bah, du coup, tu vas avoir un super niveau sous-voile et donc tu te mettras beaucoup moins en danger. Bon, en même temps, ça te permettra de descendre de voile et de poser plus vite, alors je sais pas vraiment. Et du coup, pour ce qui est du swap et tout ça, alors je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant d'en parler. Et j'en avais parlé déjà l'année dernière avec des gars de l'équipe de France. Justement, savoir si un jour ça pourrait être cool de se poser, de faire une sorte d'interview pour voir un petit peu leur parcours. Et puis justement, les exercices, les façons de progresser avec lesquels des paras pourraient s'entraîner pour arriver plus tard, d'ici quelques années, à ce genre de discipline. Donc c'est quelque chose que je garde en tête, je verrai si j'ai le temps de le faire, mais ça peut être très intéressant de prendre le temps de faire ça, si eux ont du temps aussi, parce qu'en général ils courent pas mal et puis ils veulent enchaîner les sauts, donc on verra si j'arrive à le faire. Et ça pourrait être une vidéo super intéressante. Après, les exercices qu'il y a à faire qui sont sympas, sous voile qu'on m'a déjà conseillé, donc je les répète juste comme ça. Tu as la mise en décrochage pour voir quand est-ce que se décroche ta voile. Pilotage de la voile au demi-frein, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup d'ailleurs en base. Après, piloter avec les élévateurs arrière, au cas où un jour tu as un problème et tu dois poser aux élévateurs arrière. Utiliser aussi tes élévateurs avant, commencer à faire des tournants avec tes élévateurs avant. Et puis voilà, tous ces genres d'exercices, arriver à maîtriser ta voile avec toutes ces différentes commandes, avec ces différentes façons de voler, bah déjà ça va vachement t'aider et ça va te donner un plus petit niveau.
à essayer, je sais pas trop où t'en es. N'hésite pas non plus à demander à ton DT ou des choses comme ça, parce que du coup, ils pourront te regarder aux jumelles et te dire, bah voilà, ça tu l'as bien fait, ça par contre fais gaffe à ci ou fais gaffe à ça. N'hésite pas, en tout cas, super initiative. Quel conseil donnerais-tu à un débutant en para? Tu fais des erreurs en particulier, achat de matos, saut mal briefé. Qu'est-ce que la réussite d'un saut? Comment optimiser ses sauts entre la sortie pack et le B2, là où beaucoup décrochent? Faut-il se fixer des objectifs ou juste sauter pour le kiff? Dans l'évolution du parachutisme, qu'est-ce qui peut motiver à continuer? Les boogies, skill camp? Vois-tu le base comme un aboutissement ou juste une activité parallèle avec un rapport au milieu, marche d'approche, montagne? Alors merci pour la super question bien détaillée. Alors des conseils, quels conseils je donnerais à un débutant en para? Et bah de rien lâcher. C'est-à-dire que c'est vrai que malheureusement, en fait, j'ai du mal à comprendre ce chiffre, mais beaucoup de gens en fait décrochent après la PAC. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Le fait qu'ils savent pas trop en fait ce qu'ils veulent faire en fait par la suite, ou que ça leur paraît peut-être trop compliqué ou quelque chose comme ça. Le pliage aussi, qui en démotive beaucoup. J'ai beaucoup vu des gens se démotiver à cause du pliage parce qu'ils perdaient trop de temps, ils attendaient trop longtemps au sol et du coup ils faisaient peu de sauts, plus la distance et le coup que ça leur demandait, bah du coup ils abandonnaient. Et donc moi je vous dirais juste bah, de pas lâcher parce que c'est sûr qu'au départ c'est des trucs qui sont pas forcément très drôles à faire, mais en fait ça vient assez vite. Arrivé à 40 sauts, vous verrez que déjà vous êtes beaucoup plus à l'aise, que le pliage ça va beaucoup plus vite, que vous allez commencer à enchaîner les sauts, que vous allez vouloir enchaîner les sauts, et puis après en l'air il y a une infinité de choses à faire et à découvrir. Donc ne vous en faites pas avec ça, il y aura plein d'occasions qui vont se présenter avec vous. Et à partir du B2, en fait, vous allez pouvoir sauter avec des potes. Et là, vous allez voir que le parachutisme, il change complètement. Ça devient quelque chose d'hyper amusant. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de conneries à faire. Donc, faut pas lâcher jusque-là. Et allez voir au moins jusqu'au B2, jusqu'à des sauts avec les potes. Parce que c'est là que vous allez vraiment découvrir ce que c'est que le parachutisme et ce que c'est que de s'amuser en l'air avec des amis. Donc, lâchez rien, continuez. Et puis, vous allez voir que vous ne le regretterez pas. C'est sûr et certain. Est-ce que tu as fait des erreurs en particulier et qu'est-ce qui fait la réussite d'un saut? Alors, est-ce que j'ai fait des erreurs? Oui, les erreurs, je dirais surtout que c'est exactement ce que tu cites, c'est des sauts mal briefés. J'ai déjà fait des sauts avec des gens, en fait, et je trouve qu'on en croise quand même de temps en temps, avec des sauts, justement, où les gens partent en mode on verra bien ce qui se passe. Ça peut être rigolo, mais du coup, en général, on prévoit pas les cas où il y en a un qui n'arrive pas à revenir, on sait pas qui est la base, etc., etc. Et du coup, le saut devient un gros bordel et en final, on arrive à s'amuser avec personne. Donc le mieux, en fait, je dirais que pour réussir un saut, c'est déjà, avant de sauter, d'avoir une idée de ce qu'on va faire. Je vous dis pas de tout paramétrer minutieusement, mais voilà, si on fait une track, on est 6, on dit, ok, c'est moi le lapin, c'est moi que les gens vont suivre, je vais partir sous l'aile de l'avion, on va traquer pendant 20 secondes comme ça, j'essaie de vous attendre, après je fais un tournant à 90 comme ça, voilà, histoire d'avoir des choses claires. Et puis de connaître aussi le niveau des gens avec qui on saute. Parce que je me suis aussi retrouvé dans des sauts où on me dit ouais tu sais faire une trace. Oui, à l'époque je savais vaguement faire une trace, mais j'avais vraiment un tout petit niveau. Et on me dit ouais bah écoute on t'attend 2 secondes et puis après on part en trace. Ok. Bon bah ils m'ont pas attendu du tout, puis j'ai passé le saut tout seul. Et là du coup le danger c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont pas très loin, qui vont ouvrir en dessous de nous. Donc non, faites des sauts qui sont à vos niveaux. Faut pas trop se surestimer, histoire de pas se retrouver dans des sauts trop compliqués et que du coup on n'arrive pas à gérer. Et du coup briefer un minimum les sauts, histoire d'avoir une idée en fait de ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous allez faire si ça se passe pas bien. Ok, on fait une track, là mon exemple de tout à l'heure, on fait une track, mais qu'est-ce qui se passe si j'en ai 3 qui n'arrivent pas du tout à revenir parce qu'ils avancent pas ou je sais pas. Est-ce qu'on les attend? Qu'est-ce qui se passe aussi s'il y en a un qui passe dessous, qui passe derrière moi? Est-ce que c'est lui du coup qui devient le lapin? Et à ce moment-là, moi je me retourne et c'est lui qui lead. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut penser avant le saut. Et du coup, derrière, le saut ne sera que plus intéressant. Parce que dès qu'il va se passer un truc, ah oui, putain, maintenant c'est lui. Hop, ok, d'accord. Ah merde, je suis passé en dessous. Bon, vas-y, je me retourne, c'est moi. Et puis du coup, bah, on s'amuse vachement à faire ça. Alors que s'il y en a un qui passe dessous, ah merde, je fais quoi? Et l'autre il reste sur le dos et l'autre il est en dessous, il peut rien faire. Bah pour lui, bah le saut il est niqué. S'il y en a 3 qui sont restés au-dessus et qui avancent pas, et puis que nous on les attend pas, bah du coup eux leur saut il est foutu aussi. Si la trace part trop vite, trop fort, et que nous on n'arrive pas à suivre, bah du coup notre saut il est foutu. Donc ouais, briefez le saut, mettez-vous sur des sauts à votre niveau.
Et puis prévoir aussi ce que vous n'avez pas prévu. C'est-à-dire, si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? S'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Et en faisant ça, tous les sauts en fait sont fun et à chaque fois on s'amuse. Et après, faut-il se fixer des objectifs ou juste sauter pour le kiff? Et je dirais un petit peu des deux, en fait, de temps en temps. C'est-à-dire, moi, de temps en temps, je me dis, ok, bon, là, je suis tout seul, tu sais quoi, vas-y, je vais bosser la tête en bas, je vais me faire ça comme exercice, je vais me faire ça comme exercice, etc., etc. Et puis là, il y a des potes qui arrivent ou des gens qui me disent, ouais, on fait un free fly, on fait tel truc à 3, ça te dit de venir? Bah ouais, et puis là, on va rien bosser du tout, on va juste s'amuser, on va essayer de s'attraper, on va essayer de se déconner. Et en fait, je trouve que c'est justement ce mélange des deux qui rend le para aussi intéressant. Si on fait que des sauts bordel, en fait, on n'avance pas. Et puis, du coup, avec le temps, en fait, on va avoir un niveau qui sera pas extraordinaire parce qu'il y a plein de choses qu'on ne saura pas faire ou qu'on fera mal. Et puis vice versa, si on fait que des sauts de travail, du coup, ouais, on va se retrouver avec un bête de niveau, mais c'est comme bosser toute la journée. Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Puis en général, c'est des sauts où soit on est tout seul, soit on n'est pas nombreux. Donc c'est moins amusant, même si ça reste tout aussi amusant, mais c'est moins amusant que de faire des sauts fun. Donc je dirais que en fait non, c'est le mélange des deux qui fait que du coup c'est super intéressant. Le fait de travailler un minimum, soit tout seul, soit avec quelques personnes, et puis le fait de faire des sauts un peu n'importe quoi, avec plein de monde, avec le truc où quand on atterrit, tout le monde est mort de rire parce qu'il s'est passé plein de choses, quoi. Donc ouais, le mélange des deux est super intéressant, je trouve. Alors après, personnellement, moi, j'ai jamais par contre participé à des boogies ou des skill camps parce que j'en ai pas eu l'occasion, parce que pour l'instant, ça s'est pas encore présenté à moi, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être super intéressant justement dans la progression ou pour découvrir de nouvelles personnes, nouveaux endroits, enfin plein de nouveaux trucs. Donc je pense que ça peut être une motivation. Après, personnellement, j'aimerais bien le faire, mais je l'ai pas encore fait, donc à moi de m'y mettre et puis de vous dire ce que j'en pense. Et puis du coup, le base, est-ce que je vois ça comme un aboutissement, une activité parallèle avec un rapport au milieu de la nature? C'est une question difficile, mais honnêtement, j'ai un peu l'impression que c'est un aboutissement pour moi. C'est un truc qui a toujours été, qui m'a semblé impossible. Que voilà, je le voyais, je le regardais, mais jamais j'aurais pensé faire du base. Et puis là, récemment, en fait, avec tout ce que je fais comme activité, en fait, je me suis rendu compte que tout était plus ou moins lié. C'est-à-dire que j'ai toujours adoré tout ce qui est à la montagne, le ski, le planeur, l'escalade, parce que je kiffais ça. Et puis, en fait, à côté, j'ai une autre passion qui était incroyable, c'était la chute libre. Et puis, le base, en fait, ça relie tout. En fait, c'est la chute libre et c'est la montagne, et donc c'est tout ce que j'aime. Et donc non, j'ai vraiment l'impression ouais, que c'est un peu un aboutissement. Après, ça veut pas dire que j'arrêterai du coup le parachutisme. C'est quelque chose que je continuerai de faire. Mais le base, pour l'instant, je prends un kiff incroyable. C'est quelque chose d'hyper fort à vivre. Et du coup, non, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ça. Alors, et une dernière question concernant le para, qui est assez intéressante, qui vient de Yves29, qui me dit, alors, hello, je me pose une question, depuis que je saute, la vision en chute libre diffère-t-elle vraiment beaucoup entre les lunettes et le casque intégral? Oui, j'utilise toujours des lunettes de la DZ où je saute, et franchement, à part voir mon moniteur quand je saute, quand j'ai sauté lors de mes formations, je vois rien avec celle-ci, car j'arrive pas à me décider entre prendre de bonnes lunettes ou un casque intégral. Alors, du coup, comme je l'ai dit plus tôt, moi, malheureusement, j'ai jamais volé avec des casques intégraux, mais du retour que je peux en avoir, les casques intégraux, c'est quelque chose qui est vraiment très bien, que ce soit au niveau du champ de vision, au niveau du confort et tout ça, ça peut être intéressant. Après, dans ce que tu me dis là, pour moi, il y a un gros problème avec tes lunettes. C'est-à-dire que moi, j'ai sauté, j'étais là-bas tout à l'heure avec des Flex Z, des lunettes basiques pendant un certain temps, puis après j'ai eu les mêmes, mais en fumée parce que j'ai les yeux assez sensibles, donc j'aime bien sauter avec des lunettes. Maintenant, je saute avec les lunettes que vous avez pu voir sur les vidéos, et mon champ de vision, enfin, c'est comme porter des lunettes de soleil quand tu sors dehors. Moi, j'ai le même champ de vision quand je porte des lunettes de soleil dehors que quand je saute en chute libre. Donc là, avec ce que tu me dis, pour moi, il y a un gros problème avec tes lunettes. Soit il y a de la buée qui se met dedans, soit je sais pas. Donc, essayez dans un premier temps déjà de changer de lunettes, parce que ça coûte pas très cher. Changer dans la drop zone, essayer de prendre d'autres paires de lunettes. Ou alors de t'acheter une paire de lunettes type Flex Z à toi, histoire qu'elle soit toute neuve, toute propre, toute nickel, pour te faire ton avis. Et puis après, du coup, une fois que tu auras réglé ce problème-là, au niveau des lunettes, de voir si tu préfères vraiment les lunettes ou le casque intégral. Après, je me demande si il n'y a pas aussi le fait que tu aies une vision un petit peu tunnel, c'est-à-dire que tu vois juste le prof parce que tu es focalisé dessus.
Je sais pas, c'est difficile de dire, mais à mon avis, déjà, essaie de changer de paire de lunettes. Ça devrait, à mon avis, résoudre le problème parce que avec n'importe quelle lunette, j'ai jamais eu ça. C'est-à-dire que quand je regarde autour de moi, je vois tout, quoi. Puis on voit loin parce qu'en fait, notre champ de vision, il n'est pas du tout restreint. Contrairement d'ailleurs à un casque intégral. Un casque intégral, t'as quand même un champ de vision qui est un petit peu plus petit. Surtout sur certains, comme le Parasport, le Z1 de chez Parasport. Donc déjà, regarde pour tes lunettes, essaie de changer, essaie peut-être de t'en acheter une paire. Et après, comme ça, tu pourras prendre ta décision avec le casque intégral. Voilà. Et enfin, la dernière partie qui concerne le base, où j'ai eu quand même quelques questions là-dessus. Alors, combien de temps et où de sauts traditionnels avant d'avoir décidé de te mettre aux bases? Donc ça, c'est Extreme Pizza 84 qui me demande ça. Donc ça faisait 5 ans que je pratiquais le para quand j'ai commencé le base. Et combien de sauts traditionnels? Bah, c'est ce que j'ai dit juste avant. J'étais quasiment à 200 sauts traditionnels avant de m'y mettre. Après, il faut savoir que de me mettre aux bases, ça m'a aussi demandé, j'ai mis quasiment plus d'un an à monter le projet, que ce soit d'un point de vue financier ou aussi d'un point de vue de documentation, pour vraiment avoir un maximum d'informations. Et je pense que c'est vraiment une partie qui est hyper intéressante. C'est une activité qui vous intéresse. Les sauts et l'aisance en vol, c'est une chose, mais la recherche d'informations et comprendre ce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important qu'il ne faut pas négliger. Là, j'ai une question de Martin Guyon qui me demande comment tu as fait pour trouver les stages pour le base. Merci, continue comme ça. Bah, merci à toi. Alors, comment j'ai fait pour trouver les stages sur le base? J'ai cherché en fait tout bêtement sur Internet. C'est-à-dire que, comme je disais juste avant, j'ai passé plus d'un an en fait à me documenter, mais vraiment un maximum, que ce soit de la documentation sur les parachutes, sur les voiles, sur les extracteurs, tous les articles que je pouvais lire, The Great Book of Bays, que j'ai lu sur une bonne partie. J'ai regardé énormément de vidéos, de commentaires, des forums, des choses comme ça. Et donc, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des écoles. Et du coup, j'ai cherché sur quasiment toutes les écoles, en fait. Il y en a pas mal qui ont des sites internet. Et puis, du coup, je me suis renseigné auprès de ces écoles. Et puis, ces écoles mettent en avant les dates des stages qu'elles font. Donc ça, c'est assez simple à trouver une fois que tu connais le nom des écoles. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé ces dates. Alors, après, j'ai Antoine Torel qui me demande, y a-t-il une différence entre le matos de para et de base? Alors, oui, il y a une grosse différence, tu peux le voir ici. Le sac de base que j'ai juste là ressemble pas du tout à un sac de parrain que je peux te mettre en image ici. Et pareil, les combinaisons qu'on utilise en base sont pas du tout les combinaisons qu'on utilise en para. Et encore bien d'autres, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et c'est quelque chose que j'avais déjà en tête, et donc c'est une vidéo que je ferai qui sera spécialement dédiée à justement la différence entre du matériel de base et du matériel de parachutisme. Et donc du coup, je me garde ça un petit peu pour plus tard, parce qu'il y a beaucoup de différences et je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler. J'ai Farfang qui me demande, avais-tu sauté d'avion avec ta voile de base sur harnais de para avant le stage pour tester son pilotage? Alors malheureusement, non. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le font parce qu'ils ont un matériel de parachutisme, ils ont la possibilité de démonter la voile et puis de mettre une voile de base, et puis après de faire des sauts à 1000 mètres et d'ouvrir directement pour tester leur matériel. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet, avant de sauter d'une falaise ou d'un pont, de savoir déjà comment se comporte la voile. Et ça, c'est top. Mais malheureusement, comme je viens de le dire, moi j'ai pas de matériel de parachutisme, c'est-à-dire que je fais de la location pour le sac de parachutisme, et donc je ne pouvais pas démonter un para du club pour ensuite mettre ma voile. Enfin, c'était trop compliqué, c'était galère. Donc je l'ai pas fait, et du coup, en fait, j'ai appris sur le tas. Et il s'avère que les pilotages sont quand même un petit peu différents, mais en fait, dans l'ensemble, on retrouve quand même pas mal de nos acquis qu'on a en para. Donc la différence n'est pas énorme, mais c'est pas dangereux à ce point-là. Mais en tout cas, c'est une bonne chose à faire si on a les moyens de le faire. Alex Groussin, encore. Alors du coup, maintenant que tu as commencé le base, as-tu conscience des risques et peux-tu les énoncer? Ah, question qui pique. Non, question intéressante. Alors les risques en base, en réalité, qu'on va avoir, beaucoup de gens focalisent, je trouve, sur le fait qu'on n'utilise qu'une seule voile dans le sac. Moi, je trouve que c'est pas un énorme risque. Au niveau du risque, pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important en base, c'est qu'on va être proche du mur et on va être proche de la falaise. Et proche du sol aussi, parce qu'on ouvre plus bas. Et c'est ça qui est réellement dangereux en base, c'est la proximité d'un objet. En parachutisme, on a tout le ciel. À part les potes qui éventuellement sont devant, il n'y a rien de vraiment dangereux.
Alors qu'en base, en fait, bah, derrière nous, il y a une falaise, dans la majorité des cas, ou un building ou une antenne ou quelque chose sur lequel il faut pas revenir en tout cas, sauf si on saute d'un pont, hein. Mais bon, faut pas faire un demi-tour, faut pas retourner dans le mur, donc on y a besoin d'une certaine connaissance, et du coup on a moins le droit à l'erreur à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en base, bah, quand on part, bah, faut que le saut il soit tout de suite bon. Après, la grosse différence qu'on a aussi en base, c'est qu'on part à vitesse zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'appui sur l'air au départ. Vraiment, on chute comme un caillou. Et que cet appui va arriver au bout d'à peu près 2 secondes, on va pouvoir commencer à sentir l'air et puis commencer à se mettre en track. Et donc, bah, ça fait une différence parce qu'on a un départ donc avec un objet dans le dos, une falaise, on va dire, et au départ, on peut pas vraiment maîtriser ce qu'on fait si on part mal, parce qu'on n'a pas d'appui sur l'air comme on para pour se récupérer. Donc, bah, du coup, la marge d'erreur est quand même beaucoup plus faible qu'en parachutisme, parce que bah, à ce niveau-là, bah, faut pas se rater, faut être sûr de soi, et faut pas se mettre en danger à cause de ça. Et après, un deuxième danger qu'on a en base, en plus de ceux qu'ouvre des pâquerettes, parce que bah, ça, on évite de le faire quand on peut, mais bon, c'est les posées. Les posées en base jump sont quand même beaucoup plus compliquées et difficiles qu'en parachutisme. En parachutisme, en général, vous avez un grand champ bien dégagé, c'est quand même difficile de le rater, et c'est fait pour ça. En base, bah, on va poser, des fois on a l'occasion d'avoir des champs, hein, comme à Lauterbrunnen, vous l'avez vu, il y a des champs partout, donc c'est facile. Mais dans certains cas, bah, comme au Bourgny, bah, on va poser sur une route avec des arbres de chaque côté, il y a à peine la place de la voile, des fois ça va être un champ tout petit, des fois ça va être dans un pierrier qui est en montée, enfin voilà. Et de ce côté-là, bah, du coup, il y a plus de risques. Et comme on sait qu'en parachutisme, la plupart des accidents viennent à l'atterrissage, bah, le base jump c'est pareil, en fait, 70% des accidents en base, c'est des blessures à l'atterrissage. Donc en fait, je dirais même que le danger majeur et les accidents majeurs en base, ça vient de l'atterrissage en fait, des zones ne posées. Donc pour ça, une bonne paire de chaussures qui tiennent bien, qui tiennent la cheville, des protections si besoin, et puis essayer de se poser au mieux dans une zone qui soit dégagée et le moins défoncée possible. Et enfin, du coup, toute dernière question de Jean Dizard. Vas-tu nous faire profiter de quelques vidéos de FPV? Alors oui, c'est quelque chose que je comptais continuer à faire parce que ça me plaît. Le souci, c'est qu'actuellement, je mets surtout beaucoup de temps à mettre en ligne, à monter et à mettre en ligne mes vidéos. Et du coup, je ne peux pas encore pour l'instant me permettre de mettre en ligne 2 vidéos par semaine. Parce que du coup, je suis en télétravail, j'ai besoin de la connexion. Et quand je mets en ligne, la connexion, c'est une catastrophe. La dernière fois, ça m'a pris 30 heures. Et voilà, pendant 30 heures, bah, j'ai pas internet en gros. Donc c'est compliqué, mais je compte à l'avenir. Il y a la fibre qui est dans la rue, ils sont censés la raccorder. Quand ils la raccordent, je ferai d'autres vidéos sur le FPV. As-tu commencé le FPV avant ou après le para? Ben, j'ai commencé après. J'ai commencé il y a 2 ans, alors que le para, j'ai commencé il y a plus de 5 ans. Plus de 5 ans, je crois. As-tu des conseils sur les écoles de base? Alors, si tu veux faire une formation auprès d'une école de base, il faut savoir que il en existe plusieurs, et donc je t'invite du coup à les contacter et à voir avec les gens qui dirigent cette école, qui dirigent les formations, bah, de voir lequel, en fonction de ce que toi tu veux faire ou du feeling que tu as avec les personnes, avec qui tu te sens le mieux et avec qui tu seras le plus en confiance pour sauter. Alors les écoles de base, c'est un concept assez récent. Non. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'en France, oui, c'est quelque chose qui n'est pas très vieux, qui est arrivé il y a quelques années. Maintenant, il y en a quand même plusieurs. Mais avant, ça existait déjà depuis longtemps, que ce soit en Norvège, que ce soit en Italie, que ce soit aux États-Unis surtout. Donc ça existait déjà, ça a juste mis du temps à arriver en France. Fonctionne-t-elle sur le mode du tu commences à t'entraîner à plier chez toi, puis tu contactes les gens s'il y a affinité et go formation? Bah c'est un peu ça en fait, sauf qu'en général tu fais le côté recherche et affinité avant pour savoir vraiment avec qui tu vas sauter, qui t'aide à trouver ton matériel et tout ça. Et une fois que tout est prêt, que tu as tes dates et tout ça, bah tu commandes ton matos ou tu trouves ton matériel et puis là tu enchaînes les pliages pour être le plus à l'aise possible. Parce que là, déjà, ça fait 2 mois que je l'avais pas plié celle-là, et j'ai transpiré. Comment abordes-tu les sauts d'avion maintenant que tu as goûté à l'intensité du base? Tu sautes, tu skis, tu fais du speed riding ou du speed flying? Voilà, voilà. Bah merci. Aucune idée de comment j'aborde les sauts d'avion depuis que j'ai fait du base, parce que j'ai pas eu l'occasion de retourner sur un avion. Donc ça, je le ferai l'année prochaine, et du coup, je vous le ferai partager, parce que je sais pas. Je pense que ça va être très drôle. Est-ce qu'il y aura moins de peur? Est-ce que ce sera différent? Comment je me sentirai en l'air? Comment je vais me sentir à l'ouverture du parachute? Oh, ça va être génial. La douceur, à mon avis, que ça va être. Donc je sais pas, je vous le ferai partager.
Tu sautes, tu skis, fais-tu du speed riding ou du speed flying? Eh ben non, mais j'aimerais beaucoup. Donc à l'occasion, si j'ai l'occasion, bah je vous partagerai ça aussi également. Bah merci. Alors, je viens de couper la caméra, j'avais fini mon truc et tout, je suis retourné sur l'ordi et là je vois un commentaire sur YouTube de Loïc Speedfire, juste là. Et bah du coup, me revoilà, j'ai tout remis en marche, et puis du coup on va tourner ça. Et la question c'est, bah, qu'est-ce que ça fait de savoir en base que si tu rates la sortie de ton extracteur, juste ici, c'est game over? Et bah en fait, moi je trouve que c'est surtout psychologique en fait cette question. C'est-à-dire que en para, j'ai jamais raté un extracteur, et en fait, il n'y a pas de raison que tu le rates en base, surtout que je peux le montrer ici. Alors ça, c'est un extracteur que j'utilise. Donc là, c'est un 36 qui est dedans. C'est des petits extracteurs, donc c'est avec les poignées. Voilà, donc là, ça ressort bien. Si c'est des sauts encore plus bas où on a moins de temps, il n'y a pas de poignée et carrément, c'est l'extracteur qui ressort. C'est une boulasse comme ça. Tu peux le voir sur les premières vidéos que j'ai fait. Et donc, en fait, honnêtement, il n'y a pas de raison que tu rates ton extracteur, hein, les réalités. C'est-à-dire que si tu es capable de toucher les fesses avec ta main droite, bah, l'extracteur, c'est juste au-dessus, quoi. Je sais plus qui c'est qui a dit ça. Mais en gros, c'est plus psychologique. C'est-à-dire, putain, tu te dis, merde, si je rate mon extracteur, c'est game over. Mais c'est super simple. C'est-à-dire que c'est un geste qui est super simple. Le tout, c'est en fait juste de pas le faire trop tard. Et si t'as pas confiance en toi, si t'es pas à fond, bah tire pas trop tard, tire plus haut. En fait, viens attraper ton extracteur plus tôt. Et en fait, quand tu vois sur la formation ce qu'on fait, donc au départ, on est en PCA, après on l'a à la main, et après on l'a en rangée. Quand tu passes en rangée à ce moment-là, en fait, moi, pour moi personnellement, j'ai trouvé ça top en fait. C'est-à-dire que bah ouais, on l'avait plus à la main parce qu'à la main c'est chiant quoi. Quand tu dois passer la barrière et tout, c'est casse-gueule. On l'a rangé et puis ranger, c'est un geste que j'ai répété 200 fois d'avion. Donc sauter, aller le chercher, en fait, c'est naturel, j'ai envie de dire. Et donc en fait, c'est quelque chose qui limite est plus pratique, moi je trouve, que de l'avoir à la main ou des choses comme ça où tu te dis bon bah c'est bon, je l'ai là, j'ai juste à faire ça et puis j'ai juste à le jeter et puis c'est bon. Et en fait, non, c'est assez naturel et c'est pour ça que je dis que c'est assez psychologique parce que tu dis putain, si je le rate, c'est chaud. Mais en fait, t'as aucune raison de le rater. Mais en fait, non, c'est quelque chose qui se fait très bien. Après, ce qu'il faut faire pour que ça se passe au mieux, toujours mettre ton extracteur dans la même position, avec la poignée orientée de la même façon, pliée de la même façon, bien condensé au bout pour que tu sentes bien l'extracteur, pour que tu sentes bien la poignée. Et si tu fais tout ça, il n'y a pas de raison. Et puis en plus de ça, nous, en général, on est en track. Donc ta main, elle est pas loin de ton extracteur. Donc en fait, le chemin pour aller sur l'extracteur, il est très rapide. Et je veux dire, pour le rater, il faudrait quoi? Il faudrait que... En fait, je vois pas trop dans quel cas tu peux réellement le rater, quoi, parce que à moins que tu fasses ça, quoi, c'est pas naturel, ou que tu chopes un morceau de tissu à ce moment-là si tu sautes en lice. C'est possible, mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention, bien tester avant. Donc non, en fait, je dirais que c'est plus quelque chose qui est psychologique, que tu vas ressentir lors de ton premier saut quand vraiment tu n'auras jamais sauté rangé. À 140 mètres, tu te dis putain, j'ai 6 secondes, si dans 6 secondes je l'ai pas attrapé, enfin si dans 3 secondes même je l'ai pas attrapé, c'est foutu quoi. Et c'est vrai que ça te met un peu la pression. Mais en réalité non, ça se passe très bien, c'est super naturel, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des sauts en para avant, il y a pas mal, un certain nombre de sauts en para avant, ça mécanise justement ce mouvement d'ouverture. Et puis en para, enfin tu le rates jamais, hein, à part sur ta pack une fois, mais personne rate vraiment les prises d'extracteur. Donc... Après, comme tout, bah du coup c'est quelque chose, tu sais que c'est quelque chose qui peut être dangereux, donc c'est quelque chose auquel tu vas faire très attention. Tu vas faire attention qu'il n'y a rien qui puisse te gêner, qu'il n'y a rien qui puisse le recouvrir, qu'il soit bien sorti. Tu vas le checker avant d'enfiler ton parachute, une fois que tu auras enfilé ton parachute et ta combinaison. Et après, du coup, il n'y a aucune raison qu'en vol, tout d'un coup, ton extracteur il disparaisse. Donc voilà, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, mais c'est pas quelque chose non plus euh, d'extrêmement dangereux et d'extrêmement compliqué. Un extracteur, tout le monde le chope, dans des positions des fois un peu compliquées même. C'est vraiment naturel. C'est vraiment quelque chose de très très naturel, qui se fait très bien et qui au contraire ne pose pas du tout de problème. Je te jure. Voilà. Bon voilà, je pense que la vidéo est quand même sacrément longue. Je vais essayer de faire au mieux pour monter tout ça, essayer que ça rentre dans un... Je sais pas comment je vais faire. C'est trop long. Je vois que c'est trop long. Merde. Bon, en tout cas, merci à tous.
de m'avoir posé autant de questions. J'ai vraiment pris le temps de répondre à tout le monde. Du coup, c'est ce qui rend la vidéo, à mon avis, très longue. J'espère qu'elle sera pas chiante pour autant, que vous serez arrivé au bout, ou que du moins vous aurez eu les réponses que vous cherchez. Et puis, bah, moi, je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!